Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Loving Soul Chronicle. Je sais, j'avais dit dans le dernier podcast que je serais plus présente et ça a pas du tout été le cas. Et du coup, le podcast d'aujourd'hui, il a un peu pour but d'expliquer pourquoi cette absence et pourquoi ces derniers mois, j'ai pas forcément ressorti de podcast. Déjà, je tiens à préciser pour les gens qui m'ont écrit à propos du podcast ou même les copains qui écoutent et qui m'ont dit que ça leur manquait, non, ce n'est pas la fin. J'ai pas forcément eu le syndrome de la page blanche non plus, puisqu'il y a plein d'idées que j'ai déjà enregistrées dans mon Notion et que j'ai hâte d'aborder en podcast. Et je reviens pour essayer, cette fois-ci pour de bon, d'être un peu plus présente au niveau podcast. Je sais qu'avant, j'avais l'habitude d'en sortir un par semaine. Là, je pense vraiment partir sur 2 par mois parce que, maintenant j'ai des études, je travaille sur des projets aussi avec des créateurs de contenu, des projets qui m'inspirent énormément. J'ai également de nouvelles tâches qui ont été ajoutées à ce que je pouvais faire avant, notamment de la stratégie de contenu. En fait, tout ce qui est, gérer, les stratégies de contenu, faire des recherches de trends, comment habiller un feed, faire de la publicité sur les réseaux et cetera. Donc c'est quelque chose qui me prend énormément de temps, mais que j'aime aussi énormément et forcément Loving Soul Chronicle est passé un peu à la trappe ces derniers temps. La deuxième chose qui a fait que je n'en faisais plus beaucoup, et ça j'en avais parlé très brièvement dans le précédent podcast, c'est qu'en fait j'avais un gros souci au niveau confiance en moi. Il y a eu une grosse période un peu d'introspection sur moi-même où je me suis beaucoup renfermée. Là j'essaye de faire des efforts pour sortir un peu plus, me réhabituer à voir des gens, me réhabituer à ne plus être fatiguée au bout d'une heure à entendre quelqu'un parler, parce que j'ai une personnalité de personne qui écoute énormément. Pour ma part, j'aime pas forcément parler de moi, j'aime pas forcément raconter ma vie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, les gens qui parlent, j'adore les écouter, j'adore écouter ce qu'ils ont à me dire. Quand ils sont passionnés par un sujet, c'est encore mieux parce que ça me passionne autant qu'eux, j'apprends des nouvelles choses. Donc voilà, j'ai pas une personnalité où j'ai l'habitude de me mettre en avant, et on va dire que le podcast à la base, autant pour parler de ma dépression au niveau journal de bord, c'était aussi l'occasion pas de devenir une personne qui parle, parce que je pense que ce sera jamais moi et c'est pas un exercice qui me plaît, et c'est quelque chose qui me fatigue énormément, mais au moins qui m'habitue un peu plus à prendre la parole sur des sujets, à me livrer un petit peu mais pas énormément, parce que encore une fois, je suis pas le genre de personne qui se livre beaucoup et je sais que ça agace beaucoup de gens qui m'entourent, mais quand il y a des choses importantes à dire, je sais les dire, quand il y a des choses qui ne vont pas, je sais les dire également. Et du coup, voilà, j'essaye de revenir tout doucement. L'idée de ce podcast aujourd'hui, elle m'est venue, parce qu'à la base, j'avais pas du tout prévu de faire un podcast là-dessus. D'une part, parce que j'ai reçu un DM, et aussi parce que j'ai écouté un podcast qui parlait de ce sujet. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de coïncidences pour pas moi-même parler de ce sujet-là, et peut-être éventuellement me permettre de passer à autre chose, parce que je n'arrive pas à passer à autre chose, et c'est pas une honte, vous allez le voir. J'ai reçu un DM d'une personne qui a l'air très jeune, parce qu'elle me parle d'école, donc je sais pas si elle fait des études ou si elle est au lycée. Si elle est au lycée, sache que j'ai rien contre les lycéens, mais moi ça me fait très très mal au cœur de me rendre compte à quel point je suis vieille. Encore une fois, Projet Afterlife est ouvert à tout le monde, donc que ce soit pour écrire, liker les posts ou éventuellement envoyer un mail, comme c'est déjà arrivé sur le formulaire du site, pour me dire qu'un témoignage vous a touché, c'est avec grand plaisir. Le DM que j'ai reçu ce matin, que je vais lire, mais dont je ne donnerai pas l'identité, à la fois pour protéger la personne, mais aussi parce que, au final, je pense que c'est le genre de message qui peut autant servir à une personne lambda qui pourra se reconnaître et éventuellement prendre part à cette aventure aujourd'hui du podcast concernant les ruptures amicales. C'est une personne qui m'écrit: Coucou Gwen, j'espère que tu vas bien. J'ai récemment écouté ton dernier podcast où tu parlais brièvement du fait que tu avais eu des problèmes avec des gens de ton entourage. Pour ma part, c'est la même chose. Actuellement, je suis en rupture amicale avec des amis qui au départ ne se connaissaient pas. Donc là, elle m'a brièvement expliqué, le DM était très long, que cette personne qu'on va appeler Jeanne, voilà, désolée, tu t'appelleras Jeanne, était amie avec une autre personne qui, elle, s'appelait, on va l'appeler Nathalie. Donc Jeanne et Nathalie, c'est des amies qui se connaissent depuis longtemps, et Jeanne s'est fait d'autres amies. Du coup, elle a présenté ses nouvelles amies à Nathalie, et elles sont toutes les trois devenues un petit groupe, enfin toutes les quatre du coup, pardon, excusez-moi, elles sont quatre. Au fur et à mesure du temps, Nathalie est devenue de plus en plus amie avec ses deux autres filles, au détriment de Jeanne, qui aujourd'hui nous explique que elles font aujourd'hui beaucoup de sorties ensemble. On ne se voit plus beaucoup, on se parle très peu. Parfois, quand je les croise, j'ai l'impression qu'elles se moquent de moi ou qu'elles parlent sur moi. C'est quelque chose qui m'handicape énormément, car Nathalie est vraiment ma meilleure amie. C'est elle avec qui je me sens le mieux et à qui je sens que je peux tout dire. J'ai l'impression de me retrouver seule au monde et de ne pas pouvoir aller de l'avant.
Quand je demande à Nathalie si on peut faire des sorties ensemble, elle me dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle voit les 2 autres amies ou alors qu'elle a trop de choses à faire et du coup, elle n'a plus une seconde pour moi. Je me sens seule, je me sens triste, quels conseils tu pourrais me donner? Et du coup, on ajoute à ça que ce matin, j'ai également écouté le podcast de Juliette Katz, du coup, qui parlait d'une rupture amicale. Faut savoir que par contre, je vous conseille d'aller l'écouter. Après, c'est très compliqué, honnêtement. Enfin, j'ai eu du mal forcément à m'identifier à sa situation dans le sens où je n'ai pas d'enfant. Par contre, au niveau du ressenti de la rupture amicale, Juliette, elle a su très bien décrire ce qu'elle ressentait, tout comme Jeanne m'a aussi expliqué ce qu'elle ressentait, mais ça, je le garde pour moi parce que globalement, on ressent un peu tous les mêmes choses et j'ai pas non plus trop envie de l'exposer. Mais dans l'idée, au niveau des ruptures amicales, c'est assez universel ce qu'on peut ressentir. Et au niveau des conseils, je pense que j'en parlerai à la fin. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement insurmontable et qui vous marque à vie. Ça marque forcément à vie, mais il est possible aussi d'atténuer la douleur. La rupture amicale en soi fait du mal. Je vous dirais pas qu'aujourd'hui je suis au bout de ma vie tout le temps, c'est pas le cas. Ce qui m'embête le plus avec les ruptures amicales, c'est que dans ces cas-là, elles ont quand même été assez violentes et en fait la violence et la difficulté qu'elles m'ont fait ressentir a tendance à ternir les bons souvenirs que j'avais avec ces personnes. Et ça, c'est quelque chose par exemple qui m'handicape et qui ne me plaît pas du tout parce que je suis une personne qui voit le verre à moitié plein, qui voit le bon chez tout le monde et aujourd'hui me retrouver à avoir des souvenirs en fait que je chéris énormément qui peuvent être ternis juste par un comportement qui ne m'a pas convenu. Et encore une fois, un comportement qui ne convient pas à quelqu'un, c'est ok. Par contre, essayez pas d'imaginer que les gens vont changer, s'il vous plaît, et arrêtez de vous mettre cette idée dans la tête, d'arranger les choses au niveau amical qu'à condition que la personne en face, elle change. Ça n'arrivera pas. Et si la personne n'en a pas envie, c'est ok. Arrêtez de vouloir, en fait, changer les gens qui vivent autour de vous. C'est pas du tout la bonne chose à faire. Pour parler de mes expériences, comme j'ai dit, moi j'ai eu 2 ruptures amicales dans ma vie. Quand même assez chanceuse des gens qui m'entourent, dans le sens où j'ai des potes, ça fait pour certains 20 ans que je les connais, c'est absolument fou. Je suis une vieille personne, je suis vraiment une OG. Globalement, comme je dis, je suis très bien entourée, des gens à qui je peux me confier. Peut-être ce qui me manque aujourd'hui, c'est le contact avec ces gens-là, parce que malheureusement, au fil du temps, les choix professionnels et personnels font qu'on s'éloigne de plus en plus et qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des potes aux 4 coins de la France et quelques-uns au milieu aussi, et des fois, la solitude fait mal. La première rupture amicale que j'ai eue, elle date d'il y a un moment quand même maintenant, elle date d'il y a 4 ans, je crois. Ouais, c'est ça, on est en 2025, donc ça fait 4 ans. Et en fait, c'était mon ancienne meilleure amie, donc une personne avec qui j'avais partagé énormément de choses. Sûrement le déclic qui a fait qu'aujourd'hui, je me confie peut-être un peu moins ou je me livre un peu moins. C'est pas contre les gens, je pense que c'est juste aussi une mesure de prévention que je me fais à moi-même pour éviter de me faire avoir une deuxième fois. Cette rupture amicale, elle a beaucoup tourné autour de l'argent aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur aujourd'hui parce que l'argent, je trouve que c'est quelque chose auquel on accorde beaucoup d'importance, ce qui est normal dans un sens, parce qu'on ne paye pas ses factures et sa nourriture avec de l'amour et de l'amitié. Mais pour moi, l'argent devrait pas du tout être un conflit dans une amitié, sinon c'est pas une amitié saine, clairement. Loin de là. Et la deuxième que j'ai vécue, c'était avec un groupe d'amis. Donc là, un peu plus compliqué, qui s'est terminé de manière assez violente. J'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. Après, forcément, tout remettre sur le dos des gens, c'est pas non plus une solution. Personnellement, je me suis remise en question pendant de longs mois. On en a beaucoup parlé avec le psy. J'avais, je pense, beaucoup de colère et de violence en moi aussi à l'égard de ces personnes, ce que j'aime pas du tout et qui me ressemble pas du tout au final. Pour ma part, ce qui m'a aidée, déjà, c'est d'en parler à mon psy. Donc voilà, mon psy, lui, il a eu tous les détails, je les donnerai pas ici parce que j'ai pas envie que des gens reconnaissent les personnes, j'ai pas envie que ces gens-là se sentent mal parce que pour moi, il y a pas d'intérêt en fait. Moi, ça me soulagerait pas de savoir que les gens se sentent mal. Je sais qu'il y en a qui pensent que ça peut aider. Personnellement, me dire que les gens ne vont pas bien, ça me fait chier. Voilà. Dans l'idée, j'ai noté sur une page toutes les choses que je leur reprochais. Tout ce que j'aurais aimé leur dire mais qui aurait été trop violente à dire. J'essaye toujours de parler avec les gens avec diplomatie, avec parcimonie, de pas y aller trop fort. Les conseils de vie, j'en donne que si on m'en demande. Je suis pas le genre de personne non plus qui va aller dire tu devrais faire les choses comme ça, tu devrais apprendre à être comme ça, tu devrais faire plus ça. Ça ne sert à rien en fait. Déjà, si on ne vous a pas demandé votre avis, ne le donnez pas, tout simplement. Je sais que moi, il y a beaucoup de gens sous couvert de bienveillance, mais aussi beaucoup d'hypocrisie, m'ont dit tu devrais faire comme ça, tu devrais apprendre à faire telle chose, etc. Je sais que la question qui m'a le plus piqué, ça on en a parlé longuement avec mon psy, ça a été le apprends à être seul. Ça, c'est pareil, les gens qui donnent ce genre de conseils à leurs amis quand vous n'avez pas forcément le background ou que vous savez pas ce qu'ils vivent
actuellement, abstenez-vous parce qu'on n'a pas du tout envie d'entendre ce genre de conseils et clairement, votre avis, on s'en carre l'oignon, vraiment. Ça, c'est un peu le côté colérique qui ressort parce que moi, c'est un truc qui m'a gonflée et c'est la première fois de ma vie que je me retrouvais face à des gens qui me disaient que je connaissais pas assez la solitude, que je me retrouvais pas assez seule. Bah, en fait, je pense que si, j'ai eu ma dose au niveau de la solitude. Je trouvais ça hyper déplacé et très violent de me balancer un truc pareil parce qu'encore une fois, quand le conseil, il a pas été demandé, ben, allez juste vous faire foutre, en fait. Clairement, et ça s'adresse à tout le monde. Imaginez-vous, en fait, 2 secondes à la place de la personne à qui vous donnez ce pseudo-conseil, ça l'aide pas du tout, en fait. Apprends à être seul, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faut que je m'enferme dans une pièce dans le noir pendant plusieurs jours sans voir personne, sans communiquer avec personne, et en fait, je retiens quoi de ça? Bah, rien du tout. Il y a pas de suite, il y a pas de fin, il y a pas d'idée derrière. Donc aujourd'hui, moi, ma problématique, et c'est là où je trouve ça un peu, ridicule, c'est que justement, je suis trop seule et j'ai de plus en plus de mal à voir des gens et ça, c'est pas une bonne chose. Une rupture amicale, ça doit pas non plus vous forcer à vous méfier de tout et de tout le monde et dans ce cas-là, ne plus sortir de chez vous et ne plus communiquer avec personne. Parfois, et là, c'est au ressenti de chacun, moi, ça a été mon ressenti, c'est de se mettre un petit coup de pied au cul et de se dire: «Bon, faut que j'essaye de me réouvrir aux gens, faut que j'essaye de pas devenir, en fait, un espèce d'ermite complètement haineux de tous les gens qui l'entourent. Ce qui est arrivé aussi entre-temps, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle le tour des potes. C'était un truc que je voulais faire il y a longtemps et qui s'est fait en fait tout doucement où j'ai revu tous les potes dont je suis loin en fait. Donc oui, ça m'a pris du temps, c'est de l'investissement, mais moi ça m'a fait plaisir de les voir et de passer du temps avec eux. Je leur ai parlé un peu surtout de la dernière rupture amicale qui a été très compliquée. La qualité de l'amitié, elle se voit pas au niveau de la temporalité. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai des potes, ça fait 20 ans que je les connais, que c'est des meilleurs amis que des gens qui sont dans ma vie depuis moins de temps. Ça, c'est faux. Mais en tout cas, ce qui a été rassurant, c'est que c'est des gens qui m'ont vu changer à différents stades de ma vie, qui m'ont connue malade et pas malade, qui m'ont connue jeune et après jeune adulte. Et ça a été bénéfique pour moi de me reposer un peu sur eux, de leur expliquer mes craintes. C'est des gens très objectifs, encore une fois. Ne pensez pas que parce que vous êtes ami avec quelqu'un, de le saucer, ça va l'aider. C'est pas du tout le cas. Et surtout, ce que j'apprécie globalement avec mes amis, et je pense que c'est pour ça que la plupart, voire même la grande majorité de mes amitiés a tenu, c'est que quand on sent qu'il y a un lézard, qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui va pas, ou vraiment il y a anguille sous roche, quoi, bah en fait on dit de suite ce qui va pas, quoi. Quitte à ce que ce soit limite à chaud, parce qu'encore une fois, normalement quand on est bienveillant, le fait juste de le dire, ça veut pas dire que vous êtes bienveillant, mais c'est plutôt de comprendre comment mettre les formes et comment expliquer à quelqu'un que quelque chose dérange. Moi, c'est déjà arrivé qu'une de mes meilleures potes me dise: bah écoute Gwen, je comprends que t'as pas trop de temps en ce moment, mais enfin de temps en temps tu pourrais quand même m'écrire un petit message ou pas répondre 5 jours après. Bah, c'est quelque chose que j'ai entendu et c'est quelque chose que j'ai réglé parce que oui, la remise en question, c'est dans les deux cas. Je suis pas le genre de personne non plus à penser que les gens sont tous méchants et que moi je suis trop gentille et machin. En fait, ma problématique, et on en a beaucoup parlé avec le psy, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans ce cas-là aussi, c'est que on se remet toujours en question en premier, on va toujours penser en fonction de ce qui a été dit. Moi dans mon cas, forcément ça a été tellement violent que j'ai pas eu d'autre option que de me remettre en question de suite et de me dire putain, la personne si elle me parle comme ça, c'est que vraiment j'ai chié dans la colle vénère, quoi. Sauf que à trop se remettre en question, au final c'est ça qui fait qu'on s'isole soi-même parce que du coup on a peur de éventuellement répéter les mêmes erreurs, etc. Moi une remise en question de 7 mois, les gars, c'est trop. Vraiment c'est trop. Il y a un moment où il faut aussi lâcher du lest et se dire on n'est pas un problème. Si c'est quelque chose qu'il a essayé de me rentrer dans la tête encore et encore, ma tête elle est tellement dure que pour moi c'était je suis un problème et je veux plus m'impliquer dans des amitiés avec d'autres personnes parce que dans tous les cas je suis un problème et puis c'est tout et ça s'arrête là. Et au final non, je suis pas forcément un problème, je suis comme je suis. Des fois je peux être chiante, mais en fait il y a une chose à respecter aussi, c'est que quand quelqu'un vous casse les pieds, plutôt que de le ghoster ou de lui démonter la gueule gratos, commencez déjà par discuter avec lui. On est des humains, on n'est plus des animaux, en fait on a évolué depuis et c'est bien aussi de temps en temps de se rendre compte qu'on peut faire des erreurs, de réfléchir à 2 fois avant d'écrire quelque chose et si t'as envie d'être méchant avec quelqu'un gratos juste parce que ça te soulage, en fait moi je me rends compte qu'aujourd'hui c'est pas du tout le genre de personne que je veux avoir dans mon entourage. Une personne où je me dis je marche sur des œufs tout le temps parce que si je fais un écart, elle va forcément m'éclater la gueule. Non, en fait, c'est pas du tout quelque chose que je prône. Une amitié saine, c'est pas ça. Et encore une fois, j'entends bien que beaucoup de gens se pensent bienveillants en donnant des conseils et en étant parfois un peu dur, ça marche pas. Moi, dans les cas où j'ai été vraiment vulnérable, où ça allait pas, une violence gratuite comme ça, ça m'a pas aidé. Au contraire, ça m'a plus enfoncé qu'autre chose. J'ai super mal vécu. J'ai passé des mois à vraiment broyer du noir dans mon coin, à me dire que j'étais qu'une merde et c'est pas normal que des gens qu'on a aimés nous fassent ressentir ce genre de choses.
Après, le truc qui frappe, et ça, c'est vrai que ça a été très compliqué et on en a beaucoup parlé avec le psy, ça a été, de se rendre compte des signes qu'on n'avait pas vus. Encore une fois, je vais pas les dire parce que je me dis si les personnes qui écoutent ça, bah, j'ai pas envie qu'elles se sentent mal parce que c'est pas mon but. Au final, je suis pas là pour régler mes comptes. Mais, il y a des signes que j'avais pas vus et que je vois aujourd'hui qui font que je me dis: «La première rupture amicale, c'est clair et net que cette personne, je ne veux plus jamais la voir dans ma vie» et ça fait 4 ans que ça dure et je vais très bien. Pour la deuxième rupture amicale, il y a eu un moment où justement je me suis dit: «Bon, bah, voilà, en fait, c'est pareil, je veux plus jamais entendre parler d'eux» et au final, ben, la remise en question fait que peut-être que, bah, un mauvais timing, tout simplement. Des fois, ça peut arriver. Il y a des gens avec qui vous avez des atomes crochus, ça pète parce que, ben, bonne personne, mauvais moment. Ça, c'est quelque chose à envisager aussi. Le monde n'est pas tout rose, le monde n'est pas tout noir, il y a des nuances entre-temps et bah, parfois, ça peut arriver qu'on tombe sur les bonnes personnes, mais au mauvais moment. J'ai l'impression que dans mon cas, c'est ça. Parce que du coup, bah, il y a un côté de moi qui rejoint forcément, ben, cette amitié-là au fait que, bah, j'allais pas bien, que j'étais au bout du rouleau, que j'étais pas forcément moi-même. Je peux totalement concevoir que c'est quelque chose qu'ils ont pas envie de comprendre, qu'ils avaient pas envie de voir à ce moment-là et d'où la violence bah, de la fin de cette amitié. Là où je peux être dure, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter et être OK avec ça, c'est que ces gens me manquent pas. Je pensais que vraiment ça allait être compliqué de vivre sans eux et tout. Personnellement, bah, j'ai mis des choses en place aussi pour me protéger parce que ça, c'est possible. Je parlerai dans les conseils à la fin, mais en tout cas aujourd'hui, bah, ils sont complètement absents de ma vie et bah, petit à petit, je me sens mieux, j'apprends à m'ouvrir à d'autres personnes, j'apprends, à passer du temps seule, comme il disait. Bah oui, je passe du temps seule, ça de toute façon, ça fait déjà beaucoup trop longtemps, donc je sais ce que ça fait. Après, il y a les signes d'une amitié toxique. Ça, c'est un passage que je voulais faire, mais avant toute chose, faire un disclaimer aussi, d'arrêter de croire tous les gens autour de vous qui vous font de la peine sont des manipulateurs, sont des pervers narcissiques. J'ai sorti les définitions de certaines, choses qu'on me rapporte beaucoup par DM. Donc déjà, la définition d'un pervers narcissique pour commencer, parce que toutes les personnes qui vous font du mal, c'est pas forcément des pervers narcissiques et ça commence à me gaver qu'à chaque fois l'excuse revienne sur: «Bah, cette personne, c'est un pervers narcissique parce qu'il m'a fait telle chose» et cetera. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un de très dangereux qui, le plus souvent, a conscience de ses actes et croyez-moi que quand vous tombez sur une personne comme ça vous laisse des marques à vie. Personnellement, ma mère était perverse narcissique, ça lui plaisait, de nous faire du mal à mon frère et moi. Je sais ce que ça fait parce que j'ai vécu avec une personne comme ça pendant quand même 17 ans de ma vie, ce qui est pas rien et aujourd'hui, ben, je peux dire qu'au niveau amitié, en tout cas, j'en ai jamais rencontré. Ou bien même, j'ai des potes qui me disaient: «Ah bah, ça s'est fini avec eux. Ah bah oui, je comprends parce que c'est des pervers narcissiques, parce que c'est une perverse narcissique» et cetera. Arrêtez de tout mettre sur le dos des pervers narcissiques. Le pervers narcissique, c'est un trouble psychiatrique déjà. Ça désigne une personne qui est atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, que ce soit un homme ou une femme, qui présente une tendance à faire du mal à autrui et à manipuler ceux qui l'entourent, sans être eux-mêmes affectés et sans faire preuve d'empathie ou ressentir de culpabilité. Le pervers narcissique, il fait de sa victime, généralement un membre de sa famille ou son partenaire, un objet à dévaloriser pour mieux se mettre en avant. Là, vous voyez quand même le pervers narcissique, c'est quelque chose de très très vénère. Il y a quelques signes qu'on peut reconnaître pour le pervers narcissique, même s'il n'y a pas de détails parce que c'est très complexe comme trouble et il y a tellement d'individus différents qui sont atteints de ce trouble, qui présentent des signes différents. En tout cas, il y a des grands signes qu'on peut trouver, on appelle ça des révélateurs. L'affirmation excessive de soi, donc c'est le fait d'avoir un ego surdimensionné, le besoin perpétuel d'attention, le besoin de séduire, l'adoption d'une posture de victime en toutes circonstances, toujours l'autre qui est le coupable et jamais soi-même, l'expression de la condescendance et du mépris, prédilection pour le mensonge et généralement un manque d'intérêt pour la vérité, un manque criant d'empathie, une incapacité à s'excuser, à reconnaître ses erreurs, voire même à remercier les gens, un langage qui tend à dévaloriser, culpabiliser et blesser l'autre, la certitude d'être dans son bon droit, ce qui le rend d'autant plus dangereux qu'il ne se rend pas compte de sa perversité. Donc là, on voit quand même c'est déjà une personne souvent qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, une personne qui ne se remettra jamais en question, une personne qui n'a jamais de bienveillance envers quelqu'un. Et souvent, la problématique, c'est que le pervers narcissique, quand il a une emprise sur quelqu'un, la personne qui souffre de cette emprise-là, elle n'a pas conscience qu'elle est avec un pervers narcissique dans la plupart des cas. Donc, le fait de toujours mettre des pervers narcissiques partout, je trouve ça assez gros dans le sens où justement, une personne, elle se rend pas forcément compte de ce que c'est un pervers narcissique. Et ensuite, on m'a beaucoup ressorti aussi le côté manipulateur. Ça, je l'ai eu surtout pour ma première rupture amicale. Comme je vous dis, le manipulateur, je le connais aussi, ma mère en était un.
Et souvent, on ne s'en rend pas compte, on s'en rend compte après coup. Et le plus dur aussi de s'en rendre compte après coup, c'est que ça va engendrer des troubles, parfois émotionnels et mentaux. Moi, dans mon cas, au final, ça a juste ajouté un peu plus, de consistance à ma dépression parce que, il y a forcément après derrière, la blessure de l'abandon doublée de la blessure de s'être fait prendre pour un con, forcément ça fait jamais du bien. Et du coup, le manipulateur au niveau de la définition, c'est une personne qui va utiliser des règles de vie en société pour obtenir des avantages et des bénéfices personnels ou exercer un contrôle sur vous. Plutôt que de respecter la règle de la collaboration, il tentera d'amener l'autre à faire les choses à sa place. Plutôt que de respecter les règles de réciprocité, il essaiera d'amener l'autre à lui donner sans donner en retour. Plutôt que d'être attentif à ce que l'autre ressent, il tentera de faire jouer la règle d'empathie à sens unique. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, tu vas me faire souffrir. Le manipulateur, somme toute, et pour le dire un peu autrement, ne considère pas l'autre comme une fin en soi, mais le considère comme un moyen d'obtenir quelque chose ou un avantage personnel. Il fera un compliment pour le seul fait de se faire plaisir à l'autre, mais parce qu'il espère ainsi obtenir quelque chose à la clé. Dans les cas extrêmes, on retrouve des escrocs, des psychopathes qui jouent avec intelligence sur ces normes sociales et de réciprocité, confiance et collaboration. Vous voyez maintenant ce que c'est. Et dans l'idée aussi, ce qui est souvent rapporté, c'est que on peut vraiment qualifier qu'une personne a été manipulée ou a été emprise sous un pervers narcissique quand ça dure très longtemps et que forcément il y a eu des dommages, que ce soit mentaux, que ce soit émotionnels, mais également au niveau financier. Donc là, on parle vraiment d'extorsion d'argent, etc. Ou alors au niveau isolement. C'est-à-dire que souvent, le pervers narcissique ou le manipulateur va faire en sorte que les personnes qu'il essaye de manipuler ou qu'il a sous son emprise se retrouvent seules pour ne dépendre que de lui-même. Donc voilà, vous avez maintenant les deux définitions. Arrêtez de voir des pervers narcissiques partout, arrêtez de voir des manipulateurs partout. La manipulation, c'est quelque chose de très grave qui dure dans le temps, qui peut vraiment finir par attaquer psychologiquement une personne, voire même la rendre malade ou pire encore, la pousser au suicide. Donc qualifier toutes les personnes qui ont un mauvais comportement envers vous par ces deux traits psychologiques-là, c'est pas du tout une bonne solution. Et il y a une autre chose qui m'a été rapportée aussi souvent quand je parlais, que ce soit de la première ou de la deuxième rupture par des copains, où là j'ai dit non les gars, en tout cas comme je connais les gens, non, et je suis pas encore une fois sous emprise où je me dis je suis dans le déni ou quoi. C'est le fait de penser qu'à soi ou le trouble de la personnalité histrionique. Donc là, c'est un mot très compliqué et pas très joli pour parler des personnes qui exigent d'être en permanence au centre de l'attention et qui cherchent à le faire en s'habillant ou en adoptant des comportements de séduction, de provocation inappropriés et en s'exprimant de façon très théâtrale. Ce diagnostic repose sur des symptômes caractéristiques, y compris la gêne de ne pas être le centre de l'attention, un rapport avec les autres caractérisé par des comportements de séduction et de provocation excessifs, un comportement et une expression émotionnelle exagérée. Elles cherchent continuellement à être le centre de l'attention et elles sont souvent déprimées lorsqu'elles ne le sont pas. Elles sont souvent vives, théâtrales, enthousiastes et séduisantes et parfois charmantes pour les nouvelles connaissances. Les personnes atteintes de ce trouble s'habillent et adoptent souvent des comportements de séduction, de provocation inappropriée, non seulement à des fins de conquête amoureuse, mais dans de nombreux contextes, y compris le travail et l'école. En raison de leur désir d'impressionner les autres par leur apparence, elles sont souvent préoccupées uniquement par leur apparence. Les émotions sont très volatiles et peuvent sembler superficielles aux yeux d'autrui. En même temps, les émotions sont souvent exprimées d'une manière exagérée. Les personnes atteintes de ce trouble parlent de façon théâtrale, expriment des opinions définitives mais avec peu de faits ou de détails pour les étayer. L'intimité émotionnelle peut être difficile à atteindre avec ces personnes et elles peuvent souvent, sans s'en rendre compte, jouer un rôle comme celui de victime. Elles peuvent essayer de contrôler leur partenaire en utilisant la séduction ou des manipulations émotionnelles tout en devenant très dépendantes du dit partenaire. Ces personnes, elles sont facilement influencées par les autres et par les tendances du moment, elles sont extrêmement influençables. Et par ailleurs, elles ont tendance à trop faire confiance, surtout aux figures d'autorité qui, selon elles, sont capables de résoudre tous leurs problèmes. Elles ont tendance à croire que leurs relations sont plus intimes qu'elles ne le sont vraiment. Et les personnes atteintes de ce trouble ont soif de nouveautés et ont tendance à s'ennuyer facilement. De ce fait, elles peuvent changer fréquemment d'emploi et d'amis et elles sont frustrées par l'attente de récompenses, de sorte que leurs actions sont souvent motivées par l'obtention d'une satisfaction immédiate. Alors autant vous dire qu'en lisant toutes ces définitions et en étudiant un peu le sujet, quand bien même je suis assez blessée entre guillemets de ce qui est pu m'arriver au niveau rupture amicale, moi je peux pas considérer que j'ai des personnes autour de moi qui sont atteintes de ce trouble, parce que là on parle vraiment de trouble. Pour remettre l'église au milieu du village, on peut pas traiter quelqu'un de manipulateur, de pervers narcissique ou de personnes égocentriques sans vraiment savoir si c'est le cas ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'à chaque fois j'ai réfuté quand j'ai parlé avec les gens, que
J'ai pas du tout et je suis pas psy, mais bon, à un moment donné, quand on lit les choses, on se rend compte, c'est quand même extrêmement violent. Comme je vous dis, moi, j'ai grandi avec une personne qui avait 2 de ces troubles. On en est loin. Donc arrêtez de mettre aussi des mots assez violents sur des situations qui, sur le coup de la colère, vous poussent à hyperboler, en fait, un peu tout ça. Après, les signes d'une amitié toxique qu'on peut avoir, du coup, là, on revient vraiment aux bases et bah, là, c'est clairement les red flags de base. Personnellement, j'en ai noté 4. Voilà, noté 4, que ce soit chez la première ou la deuxième rupture amicale. Moi, il y a eu des déséquilibres dans l'échange. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Ça, c'est malheureusement un peu aussi ce qui arrive souvent. Je suis une personne qui donne toujours à 100%, peu importe ce que tu me rends. Et en fait, moi, j'ai pas dans la tête cette espèce de balance de j'ai fait telle chose pour toi, donc tu dois faire telle chose pour moi. J'aime juste donner, c'est comme ça. Des fois, on se fait niquer, des fois, on se fait pas niquer. J'ai une amie, je pense qu'elle se reconnaîtra, je te fais un bisou dans ces mots parce qu'elle est comme moi. Et ça, c'est pas non plus une tare. Au contraire, ça prouve justement que vous êtes empli d'empathie, que vous êtes une personne qui prend conscience des gens autour d'elle et aussi de l'environnement qui l'entoure. Et faut juste faire attention à pas se faire avoir parce que des fois, à trop donner, oui, on se rend compte que des fois, on aimerait bien avoir quelque chose aussi et on l'a pas. Et ça crée des relations malsaines. Pour ma part, j'ai jamais eu trop de frustration de ce côté-là, donc ça va. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à... Mais quand on donne à 100%, on peut pas forcément s'attendre à 100%, même si on peut penser justement que c'est une règle d'équité. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Encore une fois, n'essayez pas de changer les gens qui vous entourent. La deuxième chose, le manque de soutien ou le sentiment de compétition. Ça, j'avoue, je l'ai pas trop eu, mais c'est quelque chose quand même que je trouve assez flagrant. Mettre les amis en compétition, c'est complètement stupide et absurde. Je vois pas l'intérêt du tout. Et le manque de soutien, ça, je dois avouer que dans la première relation, je l'ai eu, mais par contre, dans la deuxième, jamais. Il y a aucun moment où je me suis pas sentie soutenue ou quoi. Ça, de ce côté-là, vraiment, ça a été. Mais ça reste quand même un red flag parce que, quand on se confie un peu à des gens, quand on est un peu vulnérable devant des gens, ce qu'on attend aussi, c'est un minimum de soutien. Et si devant, on a juste des gens qui n'ont rien à péter, mais qui, eux, attendent du soutien dès qu'ils ont un problème, ouais, ça devient un peu plus compliqué. La troisième chose, c'est la manipulation subtile ou la culpabilisation constante. Donc, encore une fois, la manipulation, on en a parlé. Je l'ai mis en red flag parce que, des fois, ça peut arriver. Et comme j'ai donné des définitions au-dessus, on peut parfois être entouré par des manipulateurs. Moi, ça va, je crois que j'ai pas eu ça. Enfin, dans la première rupture, si. Surtout au niveau du pognon. C'était une manipulation, encore une fois, subtile. Hein. C'est pas quelque chose où j'étais sous emprise ou quoi. Non, c'était pas du tout de ce niveau-là. Et la culpabilisation constante, c'est l'idée de dire à chaque fois qu'il y a un problème, ça, tu fais trop ta victime. T'es trop pleureuse. T'as tout le temps un problème. T'as dit telle chose, ça m'a vexée. En fait, vous êtes jamais assez bien. Vous faites toujours les choses mal et vous êtes forcément un problème. Ça aussi, c'est un red flag parce que bon, ok, des fois, on peut un peu dépasser les limites ou éventuellement faire un pas de travers. Je pense pas que ça mérite vraiment qu'on se fasse guillotiner sur la place publique. Donc, la culpabilisation constante, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. Et la quatrième chose, c'est l'épuisement mental après chaque interaction. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu sur la fin de la deuxième rupture amicale, surtout, parce que la première, ça va, j'ai pas eu trop ça, parce que j'ai l'impression que ça allait que dans un sens, et ça m'épuisait, en fait, parce que j'ai l'impression de faire des efforts, mais je savais pas pourquoi je les faisais. Donc ça aussi, c'est un red flag, et pour les red flags, je sais que c'est bien de les donner, mais on va s'en rendre compte que après, souvent, allez pas commencer à chercher des pervers, des machins, des si autour de vous, pas forcément. Le seul conseil que je peux vous donner après vous avoir dit tout ça, c'est surtout de discuter avec les gens, crever l'abcès quand il y a un problème. Remettez-vous en question, mais l'autre en face, il faut aussi se remettre en question parce que ça ne peut pas aller que dans un sens. Dans un dialogue, s'il y a une personne qui est violente après une personne qui l'a fait chier, il y a aucun monde où c'est la personne qui a fait chier qui doit juste se remettre en question et la personne qui est violente est dans son bon droit parce que elle m'a fait chier et c'est comme ça. Ça n'existe pas. Vraiment, remettez-vous en question aussi. Il y a un truc aussi que je voulais mettre en avant, ce qu'on appelle l'illusion de la proximité. Ça, c'est quelque chose... Moi, je l'ai eu une fois, pas dans une rupture amicale, mais là, ça a été juste une personne que j'avais sortie de ma vie parce que elle avait tendance à s'imaginer des choses et j'étais un peu en mode... je fais plus de mal que bien, mais je fais pas grand-chose, en fait. C'est le fait que l'illusion de la proximité, on définit ça juste parce que le fait qu'une personne fait partie de ton quotidien signifie forcément qu'elle te connaît par cœur, qu'elle te comprend et qu'elle va comprendre chacune de tes réactions. C'est pas le cas. Encore une fois, on est tous différents, on a tous des phases. Tu ne peux pas connaître toutes les phases d'une personne. Moi, je sais que quand j'ai annoncé mon burn-out et ma dépression à des copines, parfois elles ont vu des réactions qu'elles avaient jamais vues chez moi et elles se sont pas dit
«Ah bah, elle a cassé quelque chose ou quoi», c'est non, c'est OK. Mais par contre, faut bien prendre en compte que c'est pas parce que même tu es très proche avec une personne que tu la connais par cœur. Ensuite, l'important de ce qu'on choisit de montrer. Tu peux être proche d'une personne physiquement, mais éloigné émotionnellement. Là, peut-être que c'est moi qui suis fautive de ce côté-là, mais en même temps, je trouve que c'est pas quelque chose qui a porté préjudice à notre amitié ou à moi-même. Dans la dernière amitié que j'ai eue, au niveau rupture amicale, émotionnellement, je confiais ce que j'avais bien envie de confier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est éloignés parce que j'ai dit ce que je voulais bien dire. Et ça, c'est aussi important, mais en même temps, il faut comprendre que des fois, ça peut porter préjudice parce que vous pouvez pas vous attendre à ce que la personne en face comprenne certaines de vos réactions si vous n'avez pas été 100% honnête avec elle. Encore une fois, il y a quand même une notion d'équilibre, même si elle n'est pas obligatoirement présente partout, de parfois être plus indulgent avec les gens qui vous entourent. Et ensuite, il y a une différence entre attachement et connexion réelle. Pour ma part, la majorité des gens qui m'entourent, j'ai une connexion réelle avec eux, et au niveau des ruptures amicales, c'était de l'attachement. Là, en fait, c'était même voir des fois de la dépendance, de se dire, bah, sans ces personnes-là, je serais jamais plus rien dans ma vie, mieux vaut que je meure, je suis rien du tout, et en fait, non, c'est pas le cas. Et là, la différence, c'est des fois, ça arrive, c'est de la faute de personne, c'est des choses qui se forment aussi au niveau du cerveau. Il y a une dépendance qui se forme et un attachement de se dire, bah, je prends ces personnes-là comme gouvernail parce que, bah, je sais plus où je vais, je sais pas qui je suis, et ça me rassure d'être avec ces gens-là. Donc c'est pareil, soyez indulgents avec vous-même, et les gens qui voient ça de l'extérieur et qui se rendent compte que c'est en train d'arriver à des gens qui les entourent, soyez indulgents avec eux aussi. Ensuite, comment surmonter une rupture amicale? Donc là, ben, je m'adresse à Jeanne, mais également à toutes les personnes qui seraient éventuellement dans ce cas-là et qui ne sauraient pas trop où aller. La première chose à faire, c'est d'accepter la douleur et de la traiter comme une rupture sentimentale. On a souvent tendance à dire que perdre un ami, c'est pas grave, le pire, c'est une rupture quand on est en couple. C'est faux. Parce qu'en fait, il y a tellement de différences. Bien sûr, la personne qui partage ta vie, si tu en vois avec, c'est très difficile à surmonter. Et je pense qu'il faut aussi remettre l'église au milieu du village, encore une fois, de se dire qu'une rupture amicale peut parfois faire aussi mal qu'une rupture amoureuse, voire même des fois aussi mal qu'une perte physique, dans le sens où, quand il y a rupture amicale, il y a aussi deuil de plusieurs choses. C'est des gens que vous allez plus voir, que vous allez plus vouloir croiser, donc vous n'entendrez plus les paroles. Il y a tout un cheminement à faire pour justement surmonter tout ça. La première chose, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être nostalgique, d'être en colère et de se remettre en question. Encore une fois, comme on l'a dit plus haut, se remettre en question, c'est bien, mais trop, c'est non. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi apprendre à vous respecter, il faut aussi récupérer votre amour-propre et également un peu de votre dignité. Vous n'êtes pas des paillassons. Personne n'a le droit de vous marcher dessus gratuitement parce que c'est comme ça, parce que j'étais en colère, parce que ci, parce que ça. Non. Vous avez le droit d'être blessé, vous avez le droit de montrer que vous êtes blessé, et voilà. Moi, je pense que dans les deux cas, les deux ruptures amicales, ce qui a été compliqué, c'est que les personnes que j'avais en face de moi, elles comprenaient pas justement qu'elles étaient allées trop loin. Et que c'était forcément de toute façon de ma faute. Et donc, si j'étais dans cet état-là, c'était de ma faute. Et ça, mentalement, ça attaque pas mal. Donc, vraiment, s'il y a quelqu'un qui vit ça actuellement, sauf si vraiment t'as chié dans la colle, et là, oui, il faut que tu fasses rédemption de tes péchés, on va dire. Au-delà de ça, personne ne devrait vous faire sentir comme une merde et comme la pire personne au monde. Sauf si vous avez tué quelqu'un. À ce moment-là, oui, vous êtes la pire personne du monde, mais sinon, quand vous aviez pas la sensation d'avoir vraiment trop dépassé les bornes et qu'on vous démonte la gueule comme si vous aviez buté un membre de leur famille, faut peut-être arrêter de se remettre en question et vraiment être plus indulgent et plus doux avec soi-même, peut-être prendre un peu de temps avec soi-même aussi pour se recentrer un peu et se rendre compte que vous êtes une vraie personne avec un vrai cosmos qui tourne autour de soi, et que vous avez peut-être le droit de vous respecter un minimum sans que justement des personnes vous fassent sentir comme de la merde. La deuxième chose, c'est de laisser le temps faire son travail. Ça, c'est compliqué, et de pas rester bloqué avec de la rancœur. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je dirais pas que j'ai de la rancœur, en fait. Moi, c'est plus le côté du j'ai pas pu mettre fin à la chose, j'ai pas pu dire ce que je pensais, j'ai pas pu dire comment je me sentais. C'est quelque chose que je m'interdis de le faire, et je travaille dessus avec mon psy, parce que je sais qu'il y a un monde où la façon dont j'ai été traitée et ce qui a été dit par rapport à des actes quand même bienveillants que j'avais fait à la base, qui m'ont été reprochés, ou des paroles que j'ai pu dire sous la légèreté, qui ont vraiment été vues comme une attaque meurtrière, moi, ça me pousse des fois à me dire que si je revenais là-dessus, je pourrais être violente, je pourrais être méchante, et c'est pas du tout ma façon d'être. Et je pense que ça me soulagerait même pas, au contraire, ça ferait que aggraver les choses.
Du coup, moi, ce que je fais et ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que, j'ai bloqué les personnes. Donc dans la première rupture amicale, c'était, «Si tu me bloques, je te préviens, tu entendras plus jamais parler de moi, je ferai de ta vie un enfer», que des menaces. Donc bon, au final, il s'est rien passé, je suis encore vivante et tout va bien. Pour les 2e, là, ça a été un choix difficile dans le sens où, à la base, j'ai pas forcément dégagé les gens des réseaux parce que je considère pas que le fait que tu sois ou pas sur mes réseaux sociaux, ça définit si ou pas on est amis. Mais par contre, j'aime bien garder la liberté, surtout sur mes réseaux, enfin mon réseau social privé, de qui peut voir ce que je fais, qui peut interagir avec ce que je fais. Et là, encore une fois, c'est moi qui fonctionne comme ça. Tout le monde n'est pas obligé de fonctionner comme moi. Mais dans l'idée, moi, j'aime pas que les gens puissent avoir accès à ce que je fais. Si on se parle plus, je vois pas l'intérêt. Moi, quand j'arrête de parler à quelqu'un ou que je coupe les ponts avec quelqu'un parce que ça s'est mal terminé ou parce que, je sais pas, il y a quand c'est juste une petite embrouille passagère comme ça et que j'ai un peu le seum contre une personne, souvent ce que je fais, c'est que je restreins. Comme ça, la personne, elle voit pas mes stories, elle voit pas mes publications, elle est pas polluée par ma présence et moi, je suis pas polluée par la sienne non plus. Et là, dans les 2 cas, enfin, en tout cas, surtout dans le premier, dans le deuxième un petit peu, il y a eu affaire de, je continue de regarder tes stories, je continue de voir ce que tu fais, mais j'interagis pas. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt que des personnes avec qui ça ne va plus, avec des personnes, dont je ne veux même plus savoir ce qu'ils font dans leur vie, puissent avoir accès à ce que moi je fais dans ma vie. Là, c'est aussi une manière de retrouver, son équilibre interne, sa liberté et également, son amour-propre de dire: «Bah non, je décide qui a accès ou pas à mes réseaux sociaux et c'est comme ça». Et du coup, là, le mois dernier, j'ai fait un très, très gros tri, justement, toujours dans cette optique de contrôler qui peut voir ou pas ce que je fais. Enfin, c'est mon jardin secret, je publie des stories où je raconte un peu ma vie, où je parle de mon avenir professionnel, de ce que je fais, et cetera. J'ai pas envie que les gens sachent ce que je fais si j'ai pas de contact avec eux. Je suis quelqu'un qui croit à l'œil et qui a très peur de ça, donc j'ai envie qu'on me laisse tranquille, tout simplement. Faut aussi comprendre qu'on change. Certaines amitiés sont faites pour une période donnée. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être bonne personne, mauvais timing, ça arrive. Les valeurs, elles évoluent et parfois elles s'alignent plus avec celles des autres. Moi, je sais que, au niveau rupture amicale, souvent, ce qui m'a fait tiquer après coup aussi, c'était, comment les gens pouvaient traiter les autres gens. Et ensuite, il faut pas voir la rupture comme un échec, mais comme une transition. Encore une fois, une rupture amicale, ça sonne pas la fin de votre vie, mais justement une transition vers quelque chose de mieux. Moi, je fais assez confiance à l'univers là-dessus, de dire si les choses arrivent, c'est pour une bonne raison, et si ça s'est terminé avec ces personnes-là, c'est pour une bonne raison. À la différence de la première rupture amicale, concernant la deuxième, vu que je pense que profondément, c'est pas des mauvaises personnes, mais que peut-être que tout ça, c'est arrivé aussi à un moment où ils allaient pas forcément bien non plus, je ferme pas mon cœur. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire parce que sinon, ça laisse emporter la colère, la rancœur et tout ce que vous voulez, c'est absolument inutile. Par contre, ce que je pense, c'est qu'à l'avenir, ce sera plus une amitié comme on avait avant, dans le sens où c'est des gens avec qui j'apprécierais d'inviter à boire un verre et puis de papoter un peu, mais sans plus. Pas autant qu'avant, en tout cas. Enfin, vrai. Mais par contre, concernant la première amitié, là, on est vraiment sur du no way. Ensuite, se recentrer sur soi et cultiver des relations plus saines. L'idée de prendre du recul et de comprendre ce que cette amitié t'a appris sur toi-même. Ça, je suis pas encore totalement à la fin de la prise de recul au niveau de la deuxième relation amicale. On en parle encore avec mon psy et c'est un petit travail que je fais comme ça, pas à pas, parce que trop vite, ça va me faire péter les plombs. Par contre, concernant la première, c'est de plus me faire prendre pour une chèvre, tout simplement. Ça m'a beaucoup renforcée, parce qu'il faut quand même apporter des points positifs, même dans quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus cuirassée pour affronter certaines choses et surtout comprendre qui ou pas je veux dans ma vie. Et une rupture amicale, faut vraiment que vous preniez en compte que souvent, ça peut vous aider à comprendre qui vous êtes au niveau amical et les valeurs que vous prenez et ce que vous ne voulez pas. Donc il faut toujours trouver du positif, même dans le négatif, il y en a toujours. Ensuite, apprendre à détecter plutôt les relations déséquilibrées. Je garantis pas que c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre facilement, dans le sens où souvent, quand quelque chose est écrémeux, on s'en rend compte bien plus tard. Mais dans l'idée, normalement, c'est quand même censé vous donner un petit indice sur, les personnes qui peuvent être mauvaises ou quoi. En tout cas, votre intuition, elle devient un peu plus aiguisée par la suite. Et pour finir, ça vous aidera à construire des amitiés plus alignées avec qui vous êtes aujourd'hui. On grandit tous, on devient adulte, nos valeurs changent, nos emplois du temps changent. Bon, après un burn-out, tous les copains qui étaient,
dans mon ancien emploi, il y a eu un moment de pause avec eux. On a repris à se revoir pour certains et d'autres non, parce que, il y a certaines personnes, c'était au-delà du professionnel, en fait, c'est des amis vraiment, amis et j'ai envie de passer du temps avec eux, de les voir, qu'on rigole ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment de ça dont j'ai besoin. Ça m'a appris aussi que, si moi en amitié je suis quelqu'un de fidèle, de loyal et je suis capable d'aller au bout du monde pour les gens, tout le monde n'est pas capable de faire ça et c'est OK. Par contre, encore une fois, donnez autant que vous voulez parce que c'est pas quelque chose qu'on pourra vous prendre, mais faites attention à pas vous faire avoir parce que parfois, encore une fois, à trop donner, souvent à la fin on se fait niquer, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Au final, ça a été un podcast super long. Ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais pas, fait de podcast. Moi, ça m'a fait du bien, de parler de tout ça. J'espère que les personnes, qui éventuellement, comme Jeanne, traversent ça depuis récemment ou comme moi, qui ont pris le temps de, prendre du recul, de s'ouvrir à autre chose et puis, de cultiver d'autres choses, seront plus indulgentes avec elles-mêmes déjà. Moi, je trouve que j'ai pas été assez indulgente avec moi-même. Je trouve que mon fiancé, il s'est bataillé pendant plusieurs semaines à me dire tu vas quand même pas te mettre la rate au courbouillon encore et encore et encore pour des gens qui s'en foutent que tu sois vivante ou morte. Il a pas tort. Donc, dans l'idée, soyez quand même plus indulgent avec vous-même, plus gentil avec vous-même, plus doux avec vous-même. Commencez pas à vous méfier de tous les gens qui vous entourent, à avoir des pervers narcissiques et des manipulateurs partout. Méfiez-vous aussi des gens qui utilisent beaucoup ces termes pour décrire d'autres personnes. Personnellement, c'est pas un terme que j'ai l'habitude d'utiliser, comme je vous dis, parce qu'il y a des définitions, et si elles sont là, c'est pour expliquer ce que c'est. Moi, en l'occurrence, je l'ai dit pour ma mère, parce que c'est un diagnostic qui a été posé sans forcément connaître la personne, mais au vu du comportement qui a été fait avec moi, du fait que je sache ce que c'est qu'un pervers narcissique et un manipulateur, c'est pas du tout un terme que j'emploie à la légère, parce que pour moi, c'est grave d'utiliser ce genre de terme. Encore une fois, la manipulation, pour moi, c'est une des pires choses à faire à un être humain dans le sens où on vide complètement une personne de son essence et c'est dégueulasse. Donc arrêtez vraiment de voir des pervers narcissiques partout, arrêtez de voir des manipulateurs partout. Comprenez aussi que les gens ne vivent pas dans votre monde, qu'on vit tous dans un monde et que les gens autour de vous, c'est des personnes qui ont une vie, qui ont des sentiments, qui ont des ressentis, qui vivent des choses drôles ou pas drôles. Donc essayez de vous reconnecter à l'autre et de faire preuve d'empathie. L'empathie, moi en tout cas, je sais que c'est ma qualité la plus précieuse. Essayez de cultiver l'empathie, parfois se mettre à la place des gens et réfléchir à 2 fois avant de parler et de défoncer la gueule des gens, c'est pas mal. Et ensuite, rappelez-vous bien que les ruptures amicales, elles font partie de la vie et qu'elles laissent de la place pour de nouvelles connexions. Même si c'est quelque chose d'inconfortable et de difficile à vivre, n'oubliez pas que chacun d'entre nous, on est quand même entouré. Il y a des gens pour qui vous comptez, il y a des gens pour qui votre présence, votre écoute ou vos conseils peuvent aider. Encore une fois, je le rappelle et ça c'est important parce que moi c'est une des leçons que je retire et qui vraiment me fera mieux choisir mes amis à l'avenir. Arrêtez de donner des conseils quand les gens ne vous en demandent pas. Quand on n'est pas open à recevoir des conseils qui souvent en plus sont des conseils de merde et pas forcément adaptés à l'actualité de la personne, arrêtez de conseiller des choses si on ne vous demande rien. Que la plupart du temps, les gens me demandent un conseil mais je n'en donne pas comme ça. Ou alors, si je vois que la personne, elle est vraiment paumée, je lui demande avant si elle veut un conseil. Si elle me dit non, elle me dit non. Mais il n'y a pas à forcer les gens, parce qu'à partir du moment où on veut tout le temps conseiller et qu'on fait comprendre à la personne que tu suis pas mon conseil, t'es un peu débile, c'est quoi en fait? Tu m'as pris pour un morceau d'argile et t'essayes de me façonner à ton image? Comment ça se passe? Donc vraiment, respectez-vous. Et apprenez aussi à dire non, apprenez à dire que vous n'êtes pas d'accord et apprenez à montrer et surtout parler quand quelque chose ne vous convient pas. Encore une fois, le dialogue, c'est le maître mot pour des relations saines. Ça ne peut pas aller bien quand les gens ne se parlent pas et accumulent pour tout envoyer dans la gueule au dernier moment. C'est pas bon. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura un peu éclairé aussi pour les gens qui traverseraient ça. Si jamais, en complément, vous pouvez toujours aller écouter le podcast de Juliette Katz, qui elle parle aussi de sa rupture amicale, de comment elle a traversé ça et de comment elle a aussi fait pour passer au-dessus. J'espère à tous que vous avez passé un bon moment, que tout va bien pour vous et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau podcast. Des bisous.